tekan mi tekan Bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le Sénégal a certainement frôlé le pire cette semaine. Le pays aurait pu basculer dans de graves violences. C'était déjà grave, puisqu'il y a eu au moins 10 morts dans les manifestations suite à l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'opposant qui a été finalement placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction qui l'a inculpé dans l'affaire présumée de viol dans laquelle il est accusé par une employée d'un salon de beauté. Un placement sous contrôle judiciaire qui a contribué à l'apaisement du climat. Il ne faut pas oublier les différentes médiations entreprises par des personnalités religieuses, politiques et de la société civile. Et puis le discours du président de la République lundi soir est également un fait majeur dans la dynamique d'apaisement souhaitée par les uns et les autres. Bonjour Abdourahmane Diouf. Bonjour Babacar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en droit international économique, ancien directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, ancien, on peut le dire, numéro 2 du parti politique Réumi d'Idrissa Seck, l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental. D'abord, ce ressaisissement général qui a ramené le pays, le calme dans le pays. Merci beaucoup Babacar. Bonjour à tous les Sénégalaises, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Très ravi de revenir ici discuter avec vous de ces questions majeures. Je ne sais pas si j'ai été le numéro 2 de Réumi. Il faut que je raconte la Vous ne le voyez pas, mais j'ai mis entre guillemets dans... Voilà, j'étais porte-parole, j'étais responsable des cadres, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je ne pense pas que j'étais dans une quelconque logique de hiérarchie. C'est important que je le précise parce que c'est pour l'histoire. Ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays aussi est une histoire que nous sommes en train d'écrire. Je ne sais plus si je suis relativement jeune ou relativement vieux, mais je n'ai jamais vu ça. Je pense que sur les événements majeurs, je n'ai pas vécu 62, je n'ai pas vécu 68. Et encore ceux qui les ont vécus disent que ce qu'on a vécu en 2021 est au-dessus de tout en termes de gravité. Donc c'est une nation qui est en train d'écrire sa propre histoire et qui trébuche. Là, on a vraiment trébuché. Les institutions ont été secouées. Nous nous sommes posés nous-mêmes sur les fondements de notre nation. Et heureusement qu'il y a des médiations qui ont été faites, il y a un apaisement qui a été demandé et on a une accalmie. J'espère de tout cœur que cette accalmie va continuer. Maintenant, on peut se poser beaucoup de questions sur la façon dont on est arrivé à cette accalmie. Il y a eu la médiation des chefs religieux. C'est une question qui me paraît particulièrement centrale dans ce que nous sommes en train de faire en République. Parce que moi, ma conviction profonde, c'est que la République avec laquelle nous vivons depuis 1960 n'est pas le fruit de notre histoire, ce n'est pas le fruit de notre invention. C'est une République importée, c'est la 5e République française rêvée par De Gaulle lors de son discours de Bayeux de 1946, que les Français lui ont offert à partir de 1958. Les manifestations qui étaient prévues ce samedi. Exactement, c'est là où j'en viens. Par le M2D ont été ajournés. Exactement. Le M2D, le mouvement pour la défense de la démocratie, qui s'est plié à la demande de Serigne Mountakha Bachir Mbacké, le khalife général des Mourides. Les religieux au Sénégal, des remparts, des boucliers importants contre les risques qui peuvent bouleverser le pays. Est-ce que ceux qui veulent les contourner, ils ont raison ou ils ont tort? Vous semblez embrayer sur la question principale, l'analyse à faire sur ces différentes postures, l'équilibre à trouver avec la République, l'État. C'est toute la question, surtout quand la justice doit s'exercer entre autres. Je disais que nous ne vivons pas avec notre République. Nous vivons avec la République pensée par d'autres, avec leur propre histoire. C'est ça qui fait que nous avons des angles morts dans notre République. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du fait que les khalifes généraux, le clergé, les chefs coutumiers sont dans le processus de décision. On ne prend aucune décision majeure au Sénégal sans les consulter. Pourtant, ils ne sont pas dans le processus formel de décision administrative. Donc,
Si nous devons avoir une république qui fonctionne, il faudra que cette république soit endogène, qu'on travaille avec nos réalités. Et dans nos réalités, les chefs coutumiers et les religieux ont leur place à jouer. Donc, l'équilibre à trouver, c'est de réinventer notre république et faire en sorte que toutes ces personnes qui sont en dehors du format classique, du format administratif classique, soient ramenées dans le cadre de la république et ne soient pas seulement au niveau de l'angle mort. Il faut institutionnaliser alors. On y va, mais si on l'institutionnalise dans le cadre de notre République telle qu'elle fonctionne actuellement, c'est contre le principe de laïcité. Mais ce principe de laïcité, nous l'avons aussi importé. La laïcité à la française est une négation de la religion. La laïcité sénégalaise doit être une agrégation des différentes religions qui doivent avoir une place importante dans le processus de décision. Donc, à mon avis, c'est toute la République qu'il faut changer pour que les religieux, les chefs coutumiers et tout ce qui relève d'éléments d'endogénéité soient pris en compte dans notre commun vouloir de vie commune. Il faut trouver le parfait équilibre. L'analyse, j'essaie d'être assez subtil dans l'analyse parce que si on réfléchit seulement dans le cadre de la République telle qu'elle existe aujourd'hui, naturellement, on dira que ces chefs religieux ne sont pas dans le processus. Mais dans la nouvelle République sénégalaise que nous devons inventer par nous-mêmes, on doit les convoquer pour qu'ils fassent partie du processus de décision. Autrement, nous continuerons à tâtonner dans tous les domaines. Les équilibres, c'est important. Mais cet équilibre-là, il faut la retrouver dans le cadre d'une nouvelle République. Dans le cadre de la République actuelle, il n'y a pas d'équilibre. C'est juste la modernité républicaine qui est en contradiction avec nos traditions sociales. L'équilibre, il faut la trouver comment? Si vous allez voir les religieux, du point de vue purement juridique et administratif, on peut vous le reprocher. Parce qu'ils ne sont pas élus. Ils n'ont pas l'onction du suffrage universel. Mais de toute évidence, ce sont des régulateurs sociaux. À mon avis, l'équilibre que vous demandez se retrouve dans le fait de bâtir, d'inventer une nouvelle façon de fonctionner à la sénégalaise qui fait que les religieux pourront être au cœur du pouvoir de façon institutionnelle. Je l'assume parce que qu'on les y mette ou non, le factuel montre qu'ils sont consultés et qu'ils sont au cœur des plus grandes décisions qui sont prises. Et quand ils interviennent sur les procédures judiciaires, sur les affaires, c'est pas un problème. C'est un problème dans le cadre de la République telle qu'elle est organisée. Je veux être clair, dans le cadre de la République telle qu'elle est organisée, ce sont des institutions qui sont en dehors de la légalité républicaine. Là, on est dans le domaine de la sociologie, de l'anthropologie, de l'endogénéité. On peut choisir d'y recourir ou pas. Quand on y recourt et que ça produit les résultats escomptés, comme c'est le cas, tout le monde applaudit. Mais il ne faut pas oublier que nous avons, par exemple, vécu l'histoire d'Indigal. Je fais partie d'une génération qui a connu ça. Et à l'époque, les hommes politiques qui n'en bénéficiaient pas s'en offusquaient. C'est parce que ce religieux-là, ce chef coutumier-là, est en dehors du processus, encore une fois, légal, républicain de prise de décision politique. Maintenant, c'est tout ça qu'il faut réinventer. Moi, je pense que cette crise nous a montré les limites de cette modernité qu'on nous a imposée et que nous sommes en train de vivre. C'est à nous d'imposer notre propre modernité. Ce n'est pas seulement de la théorie. Mais tant qu'on n'aura pas une république sénégalaise fondée sur nos valeurs, fondée sur notre vécu, tant qu'on n'aura pas écrit notre propre récit, notre propre histoire qui nous dise, nous, Sénégalais, après avoir vécu tel ou tel autre événement historique, nous en arrivons à vouloir une république sénégalaise fondée sur nos valeurs, nous aurons toujours des difficultés. Ces questions-là viendront toujours. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le code de la famille, où on a essayé de trouver des équilibres entre la modernité française et les traditions musulmanes africaines. C'est pour ça qu'on en arrive par exemple à une polygamie acceptée par les traditions africaines, alors que d'autres pays qui se disent musulmans n'ont pas du tout accepté la polygamie. On a essayé d'avoir un syncrétisme religieux adossé à une république et tout ça fait que nous sommes des êtres hybrides. Maintenant, pour redevenir nous-mêmes, y compris au niveau de la République, il faut que nous inventions nous-mêmes notre façon de faire pour être endogène, pour être solidaire, pour être africain avant d'aller à l'assaut du monde. Et ça, on ne l'a pas encore réussi. Un code de la famille très mal appliqué du reste. Alors, parce que c'est un tissu de contradiction entre les legs que nous avons de nos ancêtres, l'apport de l'Orient, de la religion musulmane, et l'apport aussi de la religion chrétienne. Et ça fait que nous sommes des êtres hybrides, qui nous marions avec 4 femmes quand ça nous arrange, et qui disons qu'on est des monogames quand ça nous arrange. Ceux qui font la promotion du changement de système, ils ne peuvent pas changer le système, alors sans les religieux, c'est impossible. C'est totalement impossible, parce que les religieux, tel que ça fonctionne, ça fait partie de notre ADN. Et continuer à fonctionner sur la base d'une supposée modernité qui ne tient pas compte de nos traditions
est un problème. C'est pour ça qu'il faut refonder cette République. Même ce système qui est préconisé pour être changé ne sera pas changé en profondeur tant que nous sommes dans le macro-mimétisme ou dans le micro-mimétisme des institutions. Moi, ma conviction, ça me permet de faire la transition, c'est que le gros problème du Sénégal depuis 1960, c'est l'institution du président de la République. Je ne dis pas le président de la République. Ce n'est ni un problème de Senghor, de Diouf ou de Wade ou de Sall. C'est l'institution, la fonction du président de la République qui fait que nous sommes dans une République totalement désincarnée qui refuse de se réinventer. Le président de la République, il est le chef des armées, il dispose de l'administration, il dispose du cadre réglementaire, il nomme à tous les emplois civils et militaires. Quand il veut, il a les pouvoirs exceptionnels, il peut gouverner par ordonnance. Vous ne pouvez pas concentrer autant de pouvoir en un seul individu sans pour autant qu'il y ait des dérives narcissiques. Quel que soit le nom de celui qui sera le président. Vous ne pouvez pas, et ça c'est ma conviction profonde, parce que c'est une démocratie aussi qu'on a importée sans pour autant avoir pris le temps d'y réfléchir. Je considère que dans une démocratie, on est dans le règne de la majorité, mais nous sommes dans le règne de la majorité avec des minorités qui gouvernent des majorités. Et je vous donne très rapidement deux ou trois... Mais Abdourahmane Diouf, il va falloir aussi être sociologiquement prêt pour engager ces grosses réformes. Mais il faut être sociologiquement prêt. Qui est au cœur de la sociologie? C'est le jeu des acteurs. C'est l'homme. Si nous n'avons plus confiance à l'homme sénégalais, en ses talents, à ses compétences, en ses valeurs, pour voir que cet homme-là peut se sublimer, peut se transcender pour créer les voies du développement, ça veut dire que nous devons désespérer de nous-mêmes. Les émeutes qu'on a vues récemment peuvent accentuer le doute qu'on a pour ceux qui veulent qu'on change les choses. Il faut peut-être que chaque entité de la société se remette en cause. Vous parlez de valeurs, il nous en manque beaucoup. Je ne pense pas foncièrement que les Sénégalais soient mauvais. Mais les Sénégalais sont gouvernés d'une façon qui fait que dans leur vécu quotidien, ils sont confrontés à des frustrations importantes qu'ils sont obligés d'exprimer. Et ces frustrations viennent aussi de la façon dont le pays est organisé. J'aimerais bien revenir sur mon exemple pour dire que nous sommes gouvernés par des minorités. C'est cela qui fait que l'appropriation de la décision des dirigeants est des fois difficile. La dernière élection présidentielle, le président Macky Sall est élu au premier tour avec 2 500 000 voix. Mais 2 500 000 voix, c'est une majorité en termes électoraux, en termes de démocratie. Mais c'est une minorité sociologique. Et quand vous avez une si petite minorité de 2 500 000 qui choisissent un président, vous devriez, dans le cadre d'un dialogue national, dans le cadre d'une concordance, associer ce qu'on appelle les battus. Nous ne devons pas avoir, je l'ai toujours dit, une démocratie de concurrence, une démocratie de Khiro Agnayo, où la minorité, qui est supposée être la majorité, mais qui reste une minorité, gagne et exclut tout le monde. Quand vous revenez à l'élection de 2012, le président Macky Sall n'a pas été élu par 65% des Sénégalais. Il a été élu dans un premier temps par 26% des Sénégalais, équivalent à un peu moins de 750 000 voix. Ok, vous avez 750 000 voix, vous avez un système de démocratie qui vous impose le deuxième tour, qui n'est pas une règle démocratique par essence. Ça relève juste d'un biais cognitif, parce que le pays dont on a pris le legs en termes d'institutions pratique les deux tours, les autres ne le prennent pas. Avec 550 000 voix, un peu moins, le Macky Sall est impulsé au deuxième tour. Et donc, il se retrouve à diriger un pays de 16 millions de personnes en ayant l'onction de 750 000 personnes. C'est une minorité qui nous gouverne. Et pour que nous puissions avoir des décisions essentielles, consensuelles du moins, dans lesquelles tout le monde se retrouve, il faut une large ouverture. C'est pourquoi moi, ma conception, je le dis depuis un certain temps, c'est d'avoir une démocratie de concordance à la place d'une démocratie de concurrence. Parce que c'est cela qui convient le mieux à nos réalités socioculturelles. Un troisième et dernier exemple. Le président Abdoulaye Wade gagne l'élection de 2000, mais vous avez 41% quand même de socialistes, de Sénégalais, qui ont voté Abdou Diouf. Et parce qu'ils ont perdu, pendant 12 ans, ils ne sont pas associés aux affaires. Ce qui fait qu'on n'a pas pu capitaliser. Si cela est fait, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut changer même le système électoral, éliminer le second tour de la présidence. C'est une possibilité. Moi, dans ma conception des choses, dans la République sénégalaise que je voudrais, on aurait une démocratie de concordance où les gens exerceraient le pouvoir en proportion des résultats qu'ils ont obtenus. C'est ça qui fait que les vainqueurs ne vont plus
surfer sur une vague, c'est ça qui fait que les vainqueurs ne vont plus écraser les vaincus. Tout le monde gouvernerait, sauf ceux qui n'ont pas participé à l'élection ou bien ceux qui n'ont pas eu suffisamment de voix pour faire partie de ceux qui gouvernent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opposition. Il y a une opposition parce que cette opposition-là n'a pas été choisie par les Sénégalais. Ceux qui ont été choisis par les Sénégalais gouvernent en proportion des voix qu'ils ont, et la société civile et les chefs coutumiers et les chefs religieux institutionnalisés restent en situation de veille. Moi, ce que je voudrais, ça peut paraître révolutionnaire, et c'est un biais cognitif, parce que quand on en parle à des Sénégalais qui sont nés après les indépendances, qui ont toujours vécu suivant le système de la fonction de la 5e République française, il est difficile d'arracher aux gens ces croyances qu'ils ont, qui ne sont pas des croyances universelles, c'est juste parce qu'on nous a inculquées, nous avons du mal à sortir de ça. Mais à l'heure de faire le bilan, à quoi sert une institution dans un pays? À impulser un développement économique et social. Si au bout de 60 ans, nous nous rendons compte que la façon dont fonctionnent nos institutions ne sont pas le résultat de notre histoire et ne parviennent pas à propulser un développement économique, on ne s'en sortira pas. Je peux vous donner un autre élément d'angle mort de notre système. Le secteur privé, l'économie. Faites aujourd'hui les statistiques. Ceux qu'on appelle les champions nationaux chez nous, ce sont ceux qui sont passés par les mailles du filet et qui ne sont pas passés par le système classique, scolaire, universitaire qui leur promettait une réussite merveilleuse. Ce sont des gens qui ont fait un pied de nez au système, qui ont réussi avec d'autres valeurs africaines et sénégalaises et qui sont aujourd'hui les champions économiques. Mais la démocratie sénégalaise institutionnalisée telle qu'elle fonctionne ne les voit pas. Comment vous pouvez construire un pays en mettant à côté ceux qui ont été les meilleurs en termes d'entrepreneuriat économique? C'est parce que nous avons un système de démocratie qui nous dit tant que vous ne parlez pas français et que vous n'écrivez pas français, vous ne faites pas partie du système. Les Français, eux, peuvent le faire parce que le français est leur langue maternelle. C'est le produit de leur histoire. Mais si vous importez ça de façon tous azimuts, vous tuez des intelligences et des esprits d'entrepreneurs qui, juste parce qu'ils n'écrivent pas de la gauche vers la droite, ils écrivent de la droite vers la gauche, vous les mettez en marge de la République, dans l'angle mort de la République. Comment pouvez-vous avoir un pays où 95% des gens sont dans l'informel? Vous voulez gouverner le pays sur la base de lois gérant l'économie formelle. Au Sénégal, tout le monde est entrepreneur. 95% des gens sont des entrepreneurs. Les jeunes qui sont dans les quartiers, le mécanicien, le tailleur, le chauffeur, ils sont tous des entrepreneurs. Mais ils sont des entrepreneurs et ils ne savent pas qu'ils sont des entrepreneurs. Cela rejoint ceux qui théorisent le fait que depuis qu'on est Sénégal, on a été toujours dirigé par des intellectuels, des personnes instruites à l'école française. Résultat des courses, le pays en est là où il est aujourd'hui. Il ne décolle pas. Et c'est quelqu'un qui a fait des études jusqu'au bout qui vous le dit. C'est-à-dire que j'aurais pu, du haut de mon doctorat, penser que c'est le bon système qui fonctionne. Mais je constate que ce système importé ne permet pas de mettre en exergue nos intelligences collectives. Je vous donne un autre exemple. Je sais que ça prendra du temps parce qu'il y aura de la transition. Quand on écrit dans la Constitution sénégalaise qu'il faut savoir lire et écrire français pour être président de la République du Sénégal, il est évident que dans le système actuel, il le faut. Un président qui ne lit pas le français dans un pays où la langue officielle est le français ne peut pas être un président. Mais ce n'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre pays. Aujourd'hui, je ne veux pas citer des noms, mais des gens... Nous ne sommes pas les seuls cependant à adopter des langues officielles. Tout le monde emprunte des langues pour... Oui, mais puisque nous, on fait comme tout le monde, et que tout le monde, c'est la règle du jeu établie par l'autre, nous ne sortons pas de l'ornière. La plupart des gens ont inventé des systèmes de promotion sociale et intellectuelle sur la base de leur propre langue. Faites un tour en Afrique, dans la East African Community, en Tanzanie, un peu partout. Vous voyez que les langues nationales sont en train de prendre de la proportion. Mais ce que je veux dire... L'Éthiopie, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence n'est pas déterminée par la langue qu'on parle. Tout à fait. On peut être né au Sénégal, faire des études coraniques ou ne pas faire des études, bâtir un empire économique. Celui qui a su passer par les mailles du filet, avoir l'intelligence de créer 1000 emplois, 2000 emplois, 10 000 emplois. Là où le président, lui, qui parle le français, à la limite, il a créé 2 emplois dans sa vie, celui de sa bonne et celui de son chauffeur. Et vous allez nous dire que cette personne qui a une intelligence sénégalaise purement ancrée, endogène, n'a pas les possibilités de diriger les pays. Pourquoi? Parce qu'on a mis devant lui une barrière infranchissable et cette barrière, c'est le français. Je ne dis pas qu'il faut le changer là, tout de suite, maintenant.
parce qu'on a nos réalités. Mais il faudrait qu'on réfléchisse à des transitions qui nous permettent d'arriver à une république sénégalaise. Moi, c'est ça mon point de vue. On peut donner les mêmes exemples. Il faudra bouleverser tous les rouages de ce pays-là. Mais il y a une transition. À la base, déjà, à la base. Imaginez qu'on ait démarré ça en 1960. Aujourd'hui, on aurait eu une génération avec une république purement sénégalaise. Mais personne ne l'a fait. L'école que vous avez faite, Babacar, l'école que j'ai faite, l'école que nos enfants font avec beaucoup de difficultés, en entrant à l'école à 6 ans, vous allez passer beaucoup de temps à apprendre une langue avant d'apprendre à avoir des connaissances. Ce n'est pas l'école de Cheikh Anta Diop, c'est l'école de Jules Ferry. Ce n'est pas le produit de notre histoire. Moi, je voudrais qu'à un moment donné, on s'arrête pour se dire ce que nous sommes en train de faire, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la faute des uns ou des autres. On n'est pas en train de chercher des boucs émissaires. Chacun a fait ce qu'il a pu faire suivant les moyens qui lui étaient donnés. Mais nom de Dieu, ça ne marche pas. L'introduction des langues nationales dans les programmes scolaires est un début de solution, même si c'est encore timide. Il y a de bonnes raisons d'espérer un peu. Mais pourquoi c'est timide au bout de 60 ans? En une génération, des choses peuvent se faire. En une génération, moi je fais partie de la génération encore à l'université, j'ai vu l'homme rwandais à la limite méprisé parce qu'ils s'entretuaient entre eux. En une génération de mon vivant, j'ai vu cet homme rwandais adulé pour ce qu'il a pu faire par son pays. On n'a pas besoin de 100 ans pour évoluer. La question, c'est pourquoi toutes ces questions qui font l'objet d'un consensus ne sont pas appliquées. Pourquoi l'école de Cheikh Anta Diop ne se substituerait pas à l'école de Jules Ferry? Pourquoi dans nos écoles, on n'apprend pas des choses qui sont basées sur nos réalités africaines? Pourquoi dans notre école, on a des curriculums qui n'ont absolument rien à voir avec les besoins de notre société? Surchargés aussi inutilement d'ailleurs. Surchargés inutilement. Moi, je rigole toujours avec mes professeurs de français pour leur dire, j'ai jamais compris pourquoi en première, j'ai appris les Rougon-Macquart. Ça ne dit rien à personne, mais ce sont des choses qu'on a apprises. J'ajoute souvent, pour m'intéresser beaucoup à ces questions d'éducation et pour avoir voyagé un peu partout dans le monde, que même la façon dont nos programmes scolaires sont organisés fait que nous grandissons avec des mindsets d'échec. Aujourd'hui, vous prenez un jeune Américain de 16 ans, il est adolescent. Il n'est pas particulièrement brillant, il ne fait pas de bons résultats à l'école. Mais on lui apprend que lui, citoyen américain, il est au-dessus de tout le monde. Il grandit avec cette épopée de ses ancêtres qui font que lui, il est devenu le meilleur du monde. Allez à Paris, allez en France, vous regardez n'importe quel adolescent qui fait le tour de la ville de Paris, qui visite les musées parisiens, on lui raconte une histoire de victoire. Il en est fier et il grandit avec ce mindset. Nous, dans toutes nos leçons de l'école primaire au bac, on nous apprend toujours que nos ancêtres ont résisté, mais à la fin, ils ont été défaits. Lat Dior a été défait. Albouri Ndiaye a été défait. Même ceux qui ont résisté pacifiquement, en fin de compte, ils ont été défaits. Et on ne se rend pas compte qu'à cet âge-là, on nous inculque déjà une histoire d'échec. Nous vivons, nous grandissons avec une histoire d'échec. Ça rentre dans les schèmes et c'est mal parti. Ça rentre dans les schèmes et nous l'acceptons. Et c'est ça qui fait que même dans nos politiques économiques, il y a une forme de haine de soi. Quand vous regardez comment nos pays sont dirigés aujourd'hui, en termes de patriotisme économique, nous avons même peur de prononcer le mot. Nous avons même peur de prononcer le terme préférence nationale. Nous avons peur de dire que nous nous préférons à nous-mêmes plutôt qu'aux autres. Alors que toute la logique du monde est organisée sur la base de l'amour de soi. Cet amour de soi qui n'est pas la haine des autres. Récemment, l'été dernier, en pleine pandémie, le président Macky Sall a pris son avion avec une délégation. Il a été l'invité d'honneur du MEDEF. Le MEDEF, c'est le patronat français. C'est le secteur privé français. Le thème, c'était la renaissance des entreprises françaises. Donc, vous allez présider, invité d'honneur du MEDEF français, sur le thème de la renaissance des entreprises françaises, dont le chiffre d'affaires le plus important va être basé sur les richesses qu'ils vont venir prendre chez nous, au détriment du secteur privé national. C'est un point extrêmement... Ça nous questionne. Comment on peut en arriver à cette haine de soi? Comment on peut en arriver à ne pas comprendre que le Sénégal doit être un pays ouvert? Nous sommes d'accord. Nous avons besoin des investissements directs étrangers. Nous sommes un pays d'émigration qui doit ouvrir aussi ses portes. De ce point de vue, le discours ne peut pas être ambigu. Mais nom de Dieu, nous devons aussi comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le terrain de jeu, mais c'est la façon ou l'endroit où les ressources gagnées vont être redéployées. Aujourd'hui, Babacar, sur tous nos éléments de ressources,
Nous ne maîtrisons pas nos banques. Et quand la plupart des grandes banques viennent, elles viennent avec des promesses d'investissement. Les enquêtes ont montré que quand ces banques arrivent, elles vont travailler avec l'épargne des Sénégalais. Donc, ils arrivent avec des autorisations, avec des promesses mirobolantes, mais quand elles arrivent, elles travaillent avec l'épargne des Sénégalais qu'elles nous redonnent sous forme de crédit à des taux prohibitifs. Ce n'est pas du patriotisme économique. Dans le domaine des télécommunications, nous aurions pu avoir des champions. Nous avons des champions. L'histoire de la Sonatel a été écrite par des Sénégalais à la base. On s'est organisé pour que les dividendes majeurs ne reviennent pas aux Sénégalais. Ils gagnent de l'argent, mais les dividendes majeurs sont externalisés et sont rapatriés. Plus de 200 milliards CFA par année. Exactement. Dans le domaine de l'eau, on a fait une réforme récemment, on est passé de SDA à Sen'Eau. On ne peut pas, 60 ans après les indépendances, faire une réforme pareille et ne pas se dire qu'il y a un secteur privé national qui doit quand même prendre le relevé. Sen'Eau n'aurait jamais dû être Sen'Eau au Sénégal. Un secteur privé national qui prend quand même des parts. Hein, dans, les parts ne sont pas majoritaires. La plupart des dividendes sont externalisés. Vous pouvez vérifier. Vous prenez l'aéroport. Moi, je voyage. Si vous allez aujourd'hui à l'AIBD, et ça m'a fait vraiment grincer des dents, pour des choses aussi simples que vendre des journaux, vendre des cacahuètes, vendre de l'eau, on est obligé de mettre des enseignes étrangères. Comme si nous ne pouvions vous m'excusez. Donc, puisque dans tous les aéroports du monde, il faut relay, je les cite, il faut à l'AIBD relay. Alors que vous auriez pris n'importe quel jeune de 20 ans, vous le formez, vous lui donnez un petit capital, mais il vous vend le Sud Quotidien, il vous vend on n'a pas besoin d'être étranger pour vendre des cacahuètes et de l'eau dans un aéroport. Et dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Aujourd'hui, quel est le domaine de la vie économique et sociale sénégalaise où on a un patriotisme sénégalais, où ce sont les Sénégalais qui règnent? À moins, sauf à considérer que nous sommes incompétents en tout. Donc quand vous avez cette façon de penser, avec ce biais cognitif qui fait que vous devez défendre les intérêts des autres avant de vous défendre vous-même, il y a un problème. Et là, je fais une chute. Ces jeunes que vous voyez dans la rue, mais ce sont des jeunes désespérés. Ce sont des jeunes qu'on ne peut pas charger parce qu'ils sont le fruit de notre système. Ils sont le fruit de notre système médiocre qui ne leur donne pas voix au chapitre. Moi, je suis resté longtemps sans vivre au Sénégal. Peut-être que vous êtes habitué à certaines choses. Mais moi, les jeunes que je vois en allant à Rufisque, dans la rue, en train de vendre des bricoles, en train de vous vendre des CD, même si le procédé n'est pas intellectuellement correct. Mais ce n'est pas des jeunes yafous. C'est des jeunes qui veulent arriver à la réussite et qui n'ont pas les voies et moyens. Et on est en train de leur dire, tant que vous ne parlez pas un français châtié, vous n'êtes pas accepté par le système. Et encore, même pour ceux qui parlent un français châtié, au Sénégal, entre la fonction publique et le secteur privé, vous avez moins de 500 000 salariés. Moins de 500 000 salariés sur 16 millions de personnes. Et vous avez cette administration. Public et privé, hein, confondu. Public et privé confondu. Ouais. C'est une minorité. Ensuite, vous avez la politique. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des majorités qui sont en réalité des minorités. Quand ce petit clan-là s'enferme quelque part pour prendre des décisions qui impactent le pays, du point de vue négatif, les gens ont le droit, sans aller caillasser, sans faire des émeutes, mais ils ont quand même le droit d'exprimer leur ras-le-bol. Dans une tribune que vous aviez signée dimanche dernier, veille du deuxième face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge d'instruction chargé de son dossier sur l'affaire présumée de viol, vous alertiez. C'est une tribune que vous adressez principalement au président de la République. Vous lui avez demandé de parler aux Sénégalais, c'est qu'il l'a fait lundi soir. Après avoir parlé, vous dites qu'il ne nous a pas vraiment parlé parce que le discours est décalé. Il a déclamé sa nouvelle vision en termes de promotion de l'emploi des jeunes, 300 milliards sur 3 ans. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Absolument pas. Déjà, le fait que le président de la République nous parle, c'est un gros problème. Moi, si vous regardez justement ma page Facebook, je pense que j'avais posté quelque chose comme ça en 2015 ou 2016. Le président Macky Sall ne nous parle pas. Pour lui, c'est une faculté. Il nous parle quand il en a envie, quand il le veut, peut-être suivant ses états d'âme et ses humeurs. Mais nous l'avons élu aussi en partie pour nous rassurer. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, quand vous concentrez autant de pouvoir chez un homme, quel que soit son nom, il y a un risque de dérive narcissique. Le Sénégal ne peut pas avoir vécu tout ce qu'on a vécu jusqu'à cette fameuse date du 8 mars sans avoir le président de la République nous parler. Pour un enseignant mort en France, que Dieu ait son âme, parce que nous ne sommes pas dans la concurrence victimaire, il a envoyé un tweet. Quand le pays brûle, on n'a pas de tweet, on n'a pas de message à la nation, on n'a pas de message sur Facebook.
comment voulez-vous que les gens interprètent ça? Je suis allé jusqu'à dire que les femmes de Casamance qui marchaient sont dans la même logique de paix que les femmes qu'on a ramassées ici à Dakar pour les mettre en prison, juste parce qu'elles ont crié le ras-le-bol. Les Djigénou Pastef. Les Djigénou Pastef. Parce qu'elles ont crié le ras-le-bol. Elles voulaient que les gens, leur président, les entende, les écoute. Quand on n'a pas la possibilité des fois de créer de façon matérielle les problèmes des gens, il faut savoir leur parler avec des mots doux. Ce qui est important de noter ici, c'est que tout ce qui est en train de se passer... C'était pas mal quand même le discours de Macky Sall. Je ne crois pas. Je trouve un élément positif et beaucoup d'éléments négatifs. L'élément positif, c'est que ça a été un discours d'apaisement. Pour moi, c'est tout. Est-ce qu'il pouvait dire autre chose que ce qu'il a dit pour apaiser? Mais je considère que ça a été un discours du 31 décembre. Ça a été un discours, comment on va dire, routinier, d'un 31 décembre où vous adressez vos vœux au pays et vous faites le chapelet des choses qui ont été faites, vous rappelez un certain nombre de réalisations. Discours décalé, dites-vous. Ce n'était pas un discours de crise, ce n'était pas un discours d'histoire. Et je vous ai dit en début d'émission que ce qui s'est passé n'a jamais été vu au Sénégal. Alors quand vous avez un président de la République avec tous ses pouvoirs, il doit avoir un discours qui est inscrit dans du marbre et qui sera raconté aux générations futures. Son adresse aux jeunes et son nouveau programme déjà, de 300 milliards. Il y a une partie où on accable les jeunes. Dans la circonstance à laquelle on ne doit pas accabler les jeunes. Parce que les jeunes sont le fruit de notre système. Les enfants qui étaient en CM2, 12 ans, quand le président de Macky Sall a été élu, ils sont aujourd'hui à l'université. Ils regardent leur avenir. Pour cela, ce n'est ni Senghor, ni Diouf, ni Wade, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall qui gère leur vie. Et ils ne voient pas de réponse. Cette année, il y a eu 75 000 bacheliers. Pour la plupart d'entre eux, les cours n'ont pas encore commencé. Pour ceux qui aspirent à travailler, l'État n'a pas globalement vocation à leur donner du travail, mais les mécanismes qui doivent leur permettre de trouver du travail n'ont pas été mis en place. Il y a des politiques étatiques qui ont été prises, mais dans la plupart des cas, c'est de la sloganisation. Ce sont des slogans qu'on aligne. Quand vous êtes en face de cette responsabilité, vous devez prendre de la hauteur, reconnaître vos fautes et vos responsabilités et proposer des choses concrètes. Et ce qu'on a proposé, je suis désolé de le dire parce que moi je ne suis pas dans le fétichisme des chiffres, mais regardez tout le règne du président Macky Sall. Ça a commencé avec les conseils des ministres décentralisés, ça a toujours été le fétichisme des milliards. On considère qu'à partir du moment où on a nommé l'existence de milliards, on a réglé le problème. Où sont tous ces milliards qui ont été distribués, soi-disant distribués un peu partout, et quel est l'impact que cela a eu sur la vie de la nation? Mais là où j'attendais surtout le président Macky Sall, c'est que quand vous avez l'onction du suffrage universel, vous êtes élu pour 5 ans. Moi, je fais partie de ceux qu'il ne faut pas rompre la légalité républicaine. Je ne suis pas de ceux qui demandent la destitution du président, je ne suis pas de ceux qui demandent de la transition ou des élections anticipées. Il a été élu, il assume son mandat, c'est ma conviction. Mais il peut y avoir des formes de mi-terme. C'est-à-dire que là, on n'a pas une élection, mais votre peuple vous dit de façon frontale que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont vous gérez le pays. Mais à la limite, réorientez vos objectifs, réorientez votre vision en vous adossant aux forces sociales qui sont en train de contester la façon dont vous gérez votre pays. Ce n'est pas manquer de hauteur, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est juste qu'on est dans une logique de concordance qui vous permet de gouverner ce pays. Ce pays se gouvernera toujours dans la concordance, parce que c'est ça notre ADN. Sur la promotion de l'emploi des jeunes, qu'est-ce que vous proposez? Alors, quand vous avez 95% de Sénégalais qui travaillent dans le secteur informel, ça veut dire que la réponse que vous devez inventer n'est pas une réponse classique. Ça veut dire que la réponse que vous devez proposer n'est pas dans le salariat. Donc je mettrai dans un premier temps le salariat à la base. Quand on parle emploi des jeunes, il ne faut pas réfléchir salariat. Nous sommes moins de 500 000. Nous, j'en fais pas partie, des salariés. Ils sont moins de 500 000 au Sénégal. Donc, puisque vous avez un peuple créatif d'entrepreneuriat, mais travaillez à faire de ces jeunes-là des entrepreneurs à la base. Et quand je dis entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui a fait un bac G, qui va faire formation professionnelle. Ce sont ces millions de jeunes Sénégalais qui sont en dehors du système classique parce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre la langue française. C'est là où il faut travailler. Je pense qu'il faut mettre de l'argent dans cet entrepreneuriat, faire en sorte qu'il y ait un encadrement à la base, faire en sorte
que l'école reste obligatoire, ce qui n'est pas du tout dans le cas au Sénégal, et avoir un système de professionnalisation de tous les choix que peuvent faire les jeunes pour leur permettre, à défaut d'avoir un salaire, de trouver le travail par vous-même. S'il y a un domaine où il faut quand même reconnaître les efforts qui ont été faits, c'est dans le domaine de la formation professionnelle. Je le vois, moi, tous les jours avec des jeunes qui sont récupérés. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de ce point de vue. Mais laissons plus ou moins tomber la solution classique du salariat. Allons dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je connais un pays qui est la Suisse, qui est un pays très riche, mais avec un tissu économique fait en majorité par les petites et les moyennes entreprises. Mais tant que vous continuerez à les considérer en dehors du système, ils vont rester justement du point de vue du côté de l'angle mort. Et d'ailleurs, je reçois tous les jours la complainte du secteur informel. Qu'est-ce qui a été fait pour eux dans cette situation de Covid? Pratiquement rien, parce qu'on ne les connaît pas. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas d'impôt formel, et ça veut dire que simplement que le gouvernement est en train de négliger 95% de sa force de travail. Un pays, malheureusement, ne pourra pas se développer. Sans fichier, sans recensement. C'est difficile. Fichier, sans recensement, le débat n'est pas nouveau, mais ce sont les derniers événements qui ont poussé les uns et les autres à s'interroger. Et là, on rentre un peu dans l'aspect politique des choses. Est-ce que y a-t-il vraiment une gloire à revendiquer dans ce qui s'est passé pour les hommes politiques, pour Ousmane Sonko et les autres? Est-ce que parce que dans votre analyse, j'évoquais tout à l'heure votre tribune de la semaine dernière. Vous dites d'ailleurs la même chose que Macky Sall, que ce qui s'est passé, le soubassement, à la base, oui, une affaire qui concerne un homme politique, un opposant, mais la lecture, elle doit être socio-économique, c'est ce que vous dites. Tout à fait, mais je ne dis pas la même chose que Macky Sall. Oui, d'accord. Il n'y a pas de gain politique à tirer de... Absolument, mais nous devrions tous avoir honte de ce qui se passe dans notre pays. S'il y a un quelconque homme politique qui espère tirer de ce qui vient de se passer de la gloire, c'est parce que vous êtes un homme politique responsable, quel que soit le bord. Vous ne pouvez pas avoir des jeunes morts pour rien, entre guillemets, et vouloir en tirer une gloriole. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en face des échecs du système politique, économique et social sénégalais. J'insiste sur les trois, parce que ce qu'on a du point de vue social n'aurait jamais dû arriver si la vision socialiste du président Macky Sall avait été appliquée. Il a eu de bonnes idées avec la CMU, avec autres, mais ce sont des visions qui n'ont jamais eu une emprise, ils n'ont jamais été réellement expérimentés. Ça n'a vraiment jamais marché. Ça a été plus des slogans qu'autre chose. Du point de vue économique, je vous ai dit que notre économie n'est pas entre notre main. Et c'est ça qui devrait être le premier chantier de Macky Sall. Donc quand vous vivez ça, chacun devrait vraiment être dans ses petits souliers, faire mea culpa pour que le pays, en tant que nation, puisse rebondir. C'est ça qu'on attend. Ce ne sont pas des batailles de chapelle. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de sauver la nation sénégalaise. C'est de donner espoir aux jeunes. Pour leur dire, ce n'est pas parce que vous êtes minable que vous n'avez pas du travail. C'est parce que nous sommes tous le résultat d'un processus qui nous amène d'échec en échec. Malheureusement, le président de la République a été assez isolé, assez conforté par sa victoire des 58% pour considérer que la dictature de la majorité va lui régler tous les problèmes. Non. Entre deux mandats, un peuple a la possibilité de se rebeller et d'exprimer son point de vue. C'est ça qui a été fait. Et nous espérons que le reste du mandat, les 3 prochaines années, il va les utiliser pour apporter des réponses concrètes à ces jeunes, à ces femmes, à toutes ces personnes qui ne mangent pas à leur faim, à toutes ces personnes qui n'ont pas du travail et pourtant qui croient au Sénégal. À tous ces jeunes qui ont pris les pirogues pour aller en Espagne, sans pour autant, là aussi, que le président nous parle. C'est un problème. Sur les derniers événements, au moins 10 morts, disais-je en début d'émission. La responsabilité du gouvernement actuel, mais la responsabilité de l'opposition aussi, comment, d'accusation de viol, on est arrivé à une crise politique avec tous ces dégâts-là, humains, matériels. C'est un raccourci que l'opposition aussi a pris dans cette affaire-là. Tout le monde a sa part de responsabilité. Je pense que le jeu intelligent ne devrait pas consister à distribuer des points ou à chercher des coupables. C'est le Sénégal dans son entièreté, dans sa façon de fonctionner. Il faut situer les responsabilités, on est d'accord. Nous sommes tous responsables. Il y a eu 2 temps dans cette histoire, à mon avis. Il y a eu un temps où une citoyenne sénégalaise a porté plainte contre un citoyen sénégalais sous le regard du représentant des Sénégalais. Le représentant des Sénégalais, c'est le président de la République, c'est le ministère de la Justice, c'est le procureur de la République. Donc vous avez une citoyenne qui accuse
son accusation, il faut la prendre en charge. Vous avez un citoyen qui récuse. Cette récusation, il faut la prendre en charge. Et vous avez le représentant de l'État qui, dans son discours, a dit qu'il va laisser le travail faire la justice. Il précise, entre celui qui accuse, celui qui récuse et celui qui précise, je préfère qu'on laisse les tribunaux sénégalais faire leur travail. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais si ça avait été clarifié depuis le début, on en arrive. Qu'est-ce qu'il fallait clarifier? C'était assez clair. Il y a eu un tournant. Quand cette histoire du citoyen qui récuse a pris une certaine ampleur, on est entré dans une dimension politicienne. Et c'est là où moi j'ai préféré prendre la parole. Ailleurs, dans d'autres pays, dans de grandes démocraties, des hommes politiques ont souvent maille à partir avec la justice sans qu'il y ait ces extrapolations politiciennes. Pourquoi, dans cette affaire, Ousmane Sonko, Adji Sarr, n'a-t-on pas laissé la justice arbitrer tout simplement? Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui doit être fait. Une citoyenne a accusé, un citoyen a récusé, le tribunal, le procureur, le président de la République est en train de faire son arbitrage à travers la justice. À mon avis, on doit s'en arrêter là sans aucun commentaire de plus. Maintenant, ça a dévié. Ce n'est pas votre subjectivité anti-pouvoir qui est en train de parler là. Moi, je ne suis pas anti-pouvoir. Moi, je suis pour le Sénégal. Parce que je considère que cette affaire, à la base privée, a pris des relents politiciens quand on a commencé à créer d'autres charges vis-à-vis du citoyen qui a récusé. On a commencé à parler de l'ordre public. Et vous savez comment fonctionne le cerveau? Quand on a commencé à parler de troubles à l'ordre public, d'insurrection, mais là, on s'est vu que c'est le même pouvoir qui a tout le temps manigancé pour éliminer des adversaires politiques sérieux qui est revenu dans le jeu. Et ça nous a rappelé Khalifa Sall, ça nous a rappelé Karim Wade. Et on s'est dit, au-delà de cette affaire privée qui peut être réglée par le tribunal, on est en train justement de manigancer pour régler son compte à un autre candidat sérieux. Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Vous voyez, tout le régime du président Macky Sall a été gangréné par cette question de sélectivité. Vous flirtez encore à nouveau avec la politique. Vous qui aviez gelé vos activités à Réumi, le parti d'Idrissa Seck, au lendemain de la dernière présidentielle, vous semblez donc renouer avec la politique. Alors dites-nous, Abdourahmane Diouf, vous revenez en politique? Mais je n'ai jamais quitté la politique. On ne quitte jamais la politique. Quelqu'un comme moi ne peut jamais quitter le Sénégal. Moi, j'ai le Sénégal au cœur, comme le président de la République a le Sénégal au cœur. J'ai toujours essayé d'apporter une contribution, que je sois dans le champ politique partisan ou non. Pour moi, c'est le terme partisan qui détermine la différence. Mais j'ai toujours été politique. Je suis un adepte en fait des carrières alternatives. Même si aujourd'hui je devais revenir en politique, ce ne serait pas pour l'éternité. Je fais les choses de façon séquencée. Il est arrivé un moment où j'avais besoin de moi-même, ce que j'ai appelé la libre disposition de moi-même pour faire autre chose. J'ai mon pays en ligne de mire, et si demain les circonstances le demandent, pourquoi pas? Alors, revenir comment? Fonder votre propre parti ou rallier une formation politique déjà existante? On n'en est pas encore là. Je regarde mon pays. Je constate que la façon dont mon pays est géré ne me convient pas, mais vraiment pas du tout. Je considère qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés de façon très légère. Je considère que les populations sont angoissées, les populations sont inquiètes. J'ai quand même travaillé dans un champ politique qui m'a permis d'avoir une vision très générale du pays et d'avoir une idée des solutions qui pourraient être préconisées. Je garde ça dans ma tête. Et j'observe. Ça vous intéresse, Pastef, d'Ousmane Sonko, par exemple? Vous savez, moi, le 30 août 2016, je suis l'un des rares hommes politiques sénégalais, si je n'étais pas le seul, à avoir écrit une lettre ouverte à Ousmane Sonko. Au lendemain de sa radiation de la fonction publique? Le jour même de sa radiation. J'ai écrit une lettre, je lui ai dit ce que je pensais. J'ai pensé à l'époque que c'était un combat injuste qu'on lui menait. J'avais fait une prédiction, je lui ai dit que demain, rien ne pourra se faire dans ce pays en termes de politique sans vous. Ça s'arrête là. Pas plus? Pas plus. Là, actuellement, rien. Plus tard, j'ai dit que Ousmane Sonko est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Je continue de le penser. Mais maintenant, Ousmane Sonko... Un rapprochement se dessine alors entre Avec vous, qui? Entre vous et lui. Non, moi, je suis moi-même. Moi, je me rapproche du Sénégal. Dans le peu de temps qui me reste à vivre, de façon relative, je me rapproche du Sénégal. Et je n'ai en ligne de mire que le Sénégal. Et je ne réfléchis que Sénégal. Votre parcours aux côtés d'Idrissa Seck dans le parti Réumi, séparation d'avec lui après la présidentielle de 2019, son ralliement au pouvoir et sa nomination à la présidence du Conseil économique, social et environnemental? C'est la libre disposition de soi-même.
moi je ne suis plus dans le parti, je ne suis plus porte-parole, je n'y suis plus. Je respecte les décisions des gens, comme les gens à l'époque ont respecté ma décision. J'observe, mais je dis avec force que la façon dont mon pays aujourd'hui est géré par la coalition au pouvoir ne me convient pas. C'est une façon de gérer qui ne convient pas aux Sénégalais. C'est une façon de gérer qui n'apporte pas des réponses aux préoccupations essentielles de notre pays. Mais justement, sur la crise économique, vous écriviez il y a quelques jours que les efforts de l'État sénégalais sont insuffisants pour faire face à cette crise, au choc Covid-19, entre autres, par rapport à la morosité mondiale, que ce n'étaient pas les vraies réponses qu'il fallait. Tout à fait. Parce que on a d'abord été dans le fétichisme des chiffres à milliards. On a annoncé le chiffre de 1000 milliards, utilisé dans des conditions extrêmement inquiétantes. Il n'y a pas encore de reddition des comptes. Quand vous prenez une mesure d'urgence pareille en termes sanitaires pour des raisons alimentaires et que les aliments arrivent à leur destinataire un mois plus tard, ça veut dire qu'il y a eu un jeu qui n'a pas été très clair. Donc, à mon avis, ça n'a jamais été une réponse positive. Là où on peut se poser des questions, c'est quand le gouvernement a proposé des réponses aux entreprises. Encore une fois, ces entreprises dans le tissu économique social au Sénégal sont minoritaires. Mais je peux vous donner juste 2 exemples. L'État n'avait pas demandé, par exemple, à ce que les impôts que les petites entreprises lui doivent soient éliminés. L'État a juste demandé à ce que ce soit décalé. Comme si le simple fait de les décaler, alors qu'on est encore en situation de crise, permettait de régler les problèmes de trésorerie des entreprises. Ce n'était pas une décision qui a un impact positif sur le fonctionnement des entreprises. De l'argent avait été donné. On disait aux entreprises, on peut vous donner de l'argent pour payer les salaires. Alors que sous forme de dette, c'est là où ça n'a pas été très malin. Parce que vous êtes à l'origine d'une situation pour une entreprise qui doit faire face à des questions de trésorerie au moment où il ne crée plus de la richesse et vous lui dites que c'est une dette. Mais demain, quand il va faire de la richesse et vous rembourser votre dette, ça veut dire qu'il va devoir encore prendre d'autres dettes. À mon avis, ce ne sont pas des solutions qui ont été directement opérationnelles. Pourquoi? Parce que, et ça c'est au Sénégal que j'ai vu ça, personne ne s'est posé la question de la responsabilité sans faute de l'État. C'est vrai qu'on est dans des circonstances exceptionnelles. On est dans une crise sanitaire, on donne presque les pouvoirs, plein pouvoir au président de la République. Quand le président de la République vous dit « n'allez pas au travail, ne soyez pas productif, ne créez pas de richesses, parce que moi, État, je prends une décision pour raison sanitaire, vous devez en bon citoyen le lui accorder. » Mais après, quand vous avez des difficultés dans le fonctionnement de votre entreprise, c'est l'État qui a engagé sa responsabilité sans avoir commis de faute, qui doit réparer les dommages et le préjudice que vous avez subi. Essayez de faire des enquêtes aujourd'hui sur les contentieux qu'il y a actuellement en matière de loyer. Parce que vous êtes un père de famille, vous devez travailler. On vous dit non, on est en situation de semi-confinement, vous ne pouvez pas aller travailler. Vous avez un manque à gagner. Ce manque à gagner fait que vous ne pouvez pas payer le loyer. Celui à qui vous devez payer le loyer, lui, a pris un prêt bancaire. La banque ne lui donne pas des facilités pour rembourser son prêt. Donc, par la décision de l'État d'arrêter l'activité économique, les gens sont dans des situations difficiles. C'est légitime parce que l'État le fait avec une bonne raison qui est la situation sanitaire. Mais l'État derrière devrait prendre en charge ces préjudices qui sont subis. Si ça avait été dans un pays à forte démocratie, on aurait eu des compilations de contentieux dans les tribunaux et l'État aurait été condamné. Mais ici, l'État fait tout ce qu'il veut. Ils ont les prérogatives de puissance publique. Personne n'a les moyens de contester, surtout sur le secteur informel. Et on surfe sur le fétichisme des chiffres pour donner l'impression qu'on a trouvé des solutions. C'est la fin de cette émission. On aurait pu parler un peu de l'Afrique parce que la situation actuelle du Sénégal, il la partage avec beaucoup d'autres pays. On aurait pu, en tant qu'expert du droit international en termes de commerce, aborder avec vous les changements intervenus à l'OMC avec la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que en 2009 déjà, à vos débuts de jeune intellectuel, vous aviez publié un livre chez l'Harmattan France, livre intitulé « L'Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales, OMC, APE, intégration régionale ». On voulait juste savoir 5 secondes, qu'est-ce que ça va changer, cette nomination de Ngozi Okonjo-Iweala, parce que sur les échanges commerciaux internationaux, la part de l'Afrique n'est que de 2%. Tout à fait. Est-ce que ça va changer quelque chose? Au lieu de 5 secondes, 10 secondes, parce que je tiens à parler du mandat.
Le mandat présidentiel. Beaucoup d'autres, on leur pose la question, ils ne répondent pas. Moi, on me pose la question, mais je veux y parler. Le mandat de Macky Sall, le troisième mandat? En principe, il n'y aura pas de troisième mandat. Et j'enlève même le en principe. Le président Macky Sall sait qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Je pense qu'il ne veut pas faire un troisième mandat. Et on n'est pas dans une logique de lui accorder un troisième mandat. Ma conviction, c'est que le stress que les Sénégalais sont en train de vivre est lié au fait qu'ils n'ont pas de prévisibilité sur le calendrier électoral. Et une simple déclaration de principe du président Macky Sall pour accepter ce qu'il a fait inscrit dans la Constitution réduirait le stress des Sénégalais et les ferait concentrer sur le travail. Pour vous, il doit déclarer tout de suite et maintenant qu'il n'est pas candidat en 2024. Il doit déclarer de façon officielle et solennelle, même si la loi ne lui oblige pas, qu'il ne sera pas candidat en 2024. Et ma conviction, c'est que le 3 avril 2024, dans 1115 jours précisément, il y aura une passation de service au Sénégal et le président Macky Sall devra passer la main. Maintenant, sur Ngozi, c'est vrai que l'Afrique à 2% du commerce mondial, le commerce intra-africain toujours entre 14 et 16%, ça vacille, mais je pense qu'on a des bonnes nouvelles. Ngozi est une bonne nouvelle. C'est vrai que l'OMC sera dirigé par les membres, que la directrice aura un rôle de coordination, mais elle aura la possibilité d'agir dans ce qu'on appelle l'agenda setting. Le problème des Africains à l'OMC, c'est que leurs préoccupations de demande de flexibilité commerciale ne sont même pas souvent écrites dans l'agenda. Et puisque ce n'est pas écrit dans l'agenda, on n'en parle pas. Et puisqu'on n'en parle pas, il n'y a pas de solution. Maintenant, c'est une bonne nouvelle. À côté, il y a la zone de libre-échange continentale. Qui fait que nous devrions apprendre à commercer entre nous-mêmes avant de commercer avec les autres. Ce petit élan de protectionnisme intra-africain nous permettra de créer des entreprises, de développer notre industrie et de pouvoir nous mettre en concurrence avec le reste du monde. Merci Abdourahmane Diouf, notre invité, ancien porte-parole de Réumi, le parti d'Idrissa Seck. Vous êtes docteur en droit international commercial, ancien directeur général de SONES. Économique, excusez-moi. Ancien directeur général de la SONES, ancien directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais. Le Club des investisseurs qui est l'une des idées les plus lumineuses qui a été expérimenté. Que vous avez quitté suite à l'affaire Ndengler, en tout cas. Non, pas faire Ndengler. Oui, forcément, pas forcément. Pour d'autres raisons. Ce que je veux dire, et c'est important, c'est au lendemain de l'affaire Ndengler. Une fois que des Sénégalais se mettent ensemble pour défendre leur tissu économique, qui ne sont pas des privilèges pour eux-mêmes, mais qui se disent ce que les autres sont en train de faire, nous pouvons le faire, ils méritent un minimum de soutien de l'État. Merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Docteur Abdourahmane Diouf, merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui et ses équipes au digital. Restez avec nous, les programmes continuent et le grand jury la semaine prochaine, dimanche prochain. Bonne fin de week-end. Tekan hamad raitin